Georges Simenon, Les 3 crimes de mes amis. Chapitre 1er. C'est déroutant. Tout à l'heure, que dis-je il y a un instant encore? En écrivant mon titre, j'étais persuadée que j'allais commencer mon récit. Comment commencer un roman et que la seule différence consisterait dans la véracité. Or, voilà que je découvre soudain ce qui fait l'artifice du roman, ce qui fait qu'il ne peut jamais être une image de la vie. Un roman a un commencement et une fin. Yass Instance a tué sa maîtresse et sa mère le 10 mai 1933. Mais quand le crime a-t-il réellement commencé? Est-ce qu'en Liège, il publiait le journal Nanès dont un invraisemblable hasard me fit, à 17 ans, un des fondateurs? Est-ce qu'en compagnie de Deblow, nous déambulions dans les rues de la ville? N'est-ce pas bien auparavant, pendant la guerre, quand les gamins nous chuchotaient que la dernière les volets clos de certaines librairies? Et Deblow, quand a-t-il commencé, lui, à être un assassin? Et le fakir, pourquoi est-ce hier justement que j'ai appris qu'il était mort dans un hôpital de Paris, mort de misère, d'alcoolisme, de toutes les maladies ignobles, de tous les vices, de toutes les tares, d'une de ces morts qui s'annoncent des jours et des jours à l'avance par leur odeur? Pourquoi? Comment? Par où commencer? Puisqu'il n'y a pas de commencement, ni entre 3 crimes, entre 5 ou 6 morts, entre une poignée de vivants, d'autres liens à travers les années et à travers l'espace que moi-même. Je crois entendre la voix de Danse martelant dans l'étrange salle des assises de Liège. Quand j'avais 4 ans, ma mère m'a conduit à la campagne, et là, dans la cour d'une ferme, j'ai vu un homme qui tuait une truie, d'abord avec un marteau, puis en lui tranchant la gorge. Quand il avait 4 ans, je ne le connaissais pas, je n'étais pas née, et je n'étais pas là davantage. Quand 40 ans plus tard, dans une maisonnette de la campagne française, il tuait sa mère et sa maîtresse exactement comme il avait vu jadis tuer la truie. Pourrais-je dire plus pertinemment à quel moment le petit cas dans les souliers prenait l'eau, décida de se pendre à la porte de l'église Saint-Folien? N'est-ce pas alors que quelques heures avant ce geste, je le portais sur mon dos, inerte d'avoir trop bu, bavant encore après avoir vomi tout ce qu'il avait dans le corps? 3 crimes, c'est vite dit, mais avant, je me souviens que tout jeune, je dévorais des romans à raison de 3 par jour et qu'ils me laissaient tous insatisfaits. La dernière page lue, je soupirais. Mais après, pourquoi était-ce fini puisque tous les personnages n'étaient pas morts? Pourquoi l'auteur décidait-il ainsi à son gré gratuitement qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien qu'une page blanche avec le nom de l'imprimeur? Aujourd'hui, ce n'est plus la fin qui me gêne, c'est le commencement. De quel droit vais-je montrer soudain à Deblow de 35 ans comme s'il n'avait jamais existé auparavant, et les autres que je n'ai connus, eux aussi, qu'à un moment donné de leur vie, comme s'ils passaient? Et le lien dont je parlais, une scène dont je me souviens en 1915, une autre 2 ans plus tard, alors que j'abordais mes premiers pantalons longs, Danse, Deblow, puis le fakir et le petit cas. Je ne me doutais de rien, et mes amis étaient des assassins. Je ne me doutais de rien quelques années plus tard, quand je commençais à écrire des romans policiers, c'est-à-dire des récits de faux crimes, tandis que ceux avec qui j'avais vécu jadis, qui avaient respiré la même atmosphère que moi, partagé les mêmes joies, les mêmes distractions, discuté les mêmes sujets, se mettaient à tuer pour de bon, l'un rue de Maubeuge,
mitraillant un homme à travers la poche de sa gabardine, l'autre à Boulaye, loin de l'endroit où il était né, où il avait vécu, entouré de paysans français qui lui étaient étrangers, ce qui le poussait peut-être le lendemain à retourner à Liège, à errer dans ses rues familières, puis à tuer à bout portant de toutes les balles de son barillet un père jésuite qui avait été mon confesseur et le mien. N'est-ce pas étrange que pendant ce temps, j'écrivais, moi, des romans policiers où je m'évertuais à dessiner des criminels. Peut-être moins étrange qu'il ne paraît, si l'on y regarde plus près, si on lit plus attentivement, car alors, voilà qu'on retrouve dans mes livres, à côté de bien peu d'imagination, les décors, les atmosphères, les états d'âme, qui, chez les trois autres, devaient aboutir à les trois crimes de mes amis ressemblent à tous les crimes que j'ai racontés, seulement par le fait qu'ils sont vrais, que je connais leur auteur, et il m'est impossible d'écrire. Il a tué parce que rien, parce que tout, à certains moments, je crois tout comprendre, et il me semble qu'en quelques mots, je vais pouvoir. Mais non. L'instant d'après cette vérité que je touchais presque se volatilise et je revois un déblow différent, un danse souriant et replay derrière son comptoir. J'entends une phrase où c'est un relent de l'odeur caractéristique du fakir qui me monte à la gorge et je crois errer sous les réverbères barbouillés de bleu du temps de guerre. Impossible de raconter des vérités avec ordre, avec netteté. Elles paraîtront toujours moins vraisemblables qu'un roman. C'est presque toute l'occupation allemande qu'il faudrait évoquer, car je crois qu'elle a marqué les jeunes qui l'ont subi aussi profondément que quelques années plus tard, l'inflation devait marquer une génération d'Allemands. Mais pas plus que l'inflation, l'occupation ne se raconte. Ce ne sont pas des faits, c'est une ambiance, c'est un état, c'est une odeur de caserne dans les rues. La tache mouvante d'uniformes non familiers, ce sont les marques qui remplacent les francs dans les poches et la préoccupation de manger qui se substitue à toutes les autres. Ce sont des mots nouveaux, des musiques inconnues et des cuisines roulantes le long des trottoirs. C'est l'habitude que prend l'œil de chercher sur les murs l'affiche nouvelle que précisera à partir de quelques heures de circulation est interdite ou qui annoncera un arrivage de sucre au ravitaillement, à moins que ce soit l'obligation pour les hommes. De plus de 18 ans, de se présenter chaque semaine à la commandanture, à moins aussi que l'affiche soit rouge et aligne les noms de nouveaux civils fusillés. Bien sûr que la vie continue et qu'il faut arriver au collège à l'heure, apprendre ses leçons, faire ses devoirs, quitte à la récréation, à discuter d'un camarade, tout dont le père vend du beurre ou allemand et d'un autre dont la mère a été vue avec un officier des Uhlans. Les préoccupations d'un gamin de 13 ans restent les préoccupations éternelles, avec simplement d'autres en su. Ainsi, dans le groupe d'élèves de 5e, sous le grand escalier, il arrive que l'on murmure « Mon père est parvenu à acheter 10 kilos de froment dans une ferme. Il a failli être pris en rentrant en ville. » Ou encore « Les Français ont gagné une bataille. Mes parents le savent par quelqu'un qui a franchi la frontière hollandaise et qui a apporté un journal. » N'empêche qu'il est surtout question des filles de l'école voisine, de certaines choses que les uns ne savaient pas encore très bien, que d'autres prétendent connaître et même d'avoir réalisé.
et que pendant tout un mois, une classe est bouleversée par une photographie érotique jaunie et craquelée, que l'on voit exactement comment cela se passe. Les milliers de soldats qui défilent, montant au front ou en revenant dans de terribles fringales et sur les murs, des affiches en parlant crûment. Toute femme qui aura eu des rapports avec un soldat sans avoir passé la visite. Il y a aussi